Californie, l'état doré des États-Unis. 420 000 km², à jamais plus de 400 km des côtes du Pacifique. L'État le plus riche de l'Union, dont le dynamisme économique l'a élevé au rang équivalent à celui de la 8e puissance mondiale. Son revenu intérieur brut est supérieur à celui du Canada. Au début du XXe siècle, une ville de l'État se démarque. Son nom, El Pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles del Río Porciuncula, bientôt abrégé en Los Angeles et puis en LA. Le plus célèbre quartier de la Cité des Anges est sans doute Hollywood, le bois de houx. Son emblème, ses lettres blanches. Un reste d'un panneau publicitaire qui promettait des lendemains fastes aux investisseurs. Un succès. Les plus célèbres studios de tournage du monde se trouvent à Hollywood. Des usines à rêve qui doivent leur implantation en Californie à des considérations plus prosaïques. En 1909, un producteur indépendant décida de s'installer loin de New York pour échapper à la société d'Edison qui règne alors sur le cinéma. Symbole de cette réussite, les étoiles des stars sur Hollywood Boulevard. Et qui a son étoile sur le pavé réside bien souvent à Beverly Hills, le quartier résidentiel des plus riches. Mais Los Angeles a bien d'autres facettes. Près d'un habitant sur 4 est noir, d'origine asiatique ou encore latino-américaine. Chinatown, le quartier chinois, est le 3e plus grand des États-Unis. West Hollywood est un autre des quartiers de la ville, le plus vivant et le plus créatif. Avec ses magasins tendance et ses restaurants bon marché, Melrose Avenue est le repère des farfelus. Mais pour ceux qui aiment vraiment se donner en spectacle, Venice Beach est le spot à privilégier. Le week-end, une cohue impressionnante envahit la promenade du bord de mer. Elle se transforme en une fête en plein air, unique en son genre et ouverte à tous. À Venice Beach, on voue un véritable culte au corps. Les sportifs en sont bien entendu les premiers adeptes, mais chacun participe à sa manière à cet étalage parfois incongru qui réserve souvent des surprises. Le soir, la carte postale continue. Les paysages idylliques bercent les promenades les plus romantiques. Et beau ou pas, là n'est pas la question. À Los Angeles, l'image est une donnée qui se travaille. Et la tenue vestimentaire en est l'une des composantes. Le look participe à la réussite d'une photo, la photo fait l'image de marque et l'image de marque l'une des clés d'un prochain cachet. Alors certains n'hésitent pas à se payer les services d'un spécialiste comme George Blodwell. Belling a été l'une des partenaires de Richard Gere dans Red Corner. George m'habille moderne, sexy, mais discret. N'importe comment, farfelu, et pourtant élégant. J'aime son style. Je suis là. Cet Anglais de 51 ans travaille maintenant comme styliste depuis 21 ans. Il est en quelque sorte le Saint-Bernard des problèmes de mode. Le travail le plus important d'un styliste est de procurer aux stars des vêtements qui leur aillent, car elles ont tellement peu de temps qu'elles ne s'en sortent pas sans notre aide. Certaines sont bien sûr habillées directement par les designers, mais souvent elles se lassent de leur mode. D'ailleurs, ces derniers le connaissent bien et sont particulièrement attentifs à son travail. Il est considéré comme l'un des meilleurs du secteur. Et voici comment il décrit sa spécialité. Je suis très bon pour rendre les jeunes filles sexy. Je trouve que c'est important car j'ai compris au fil des ans que le sex appeal transcendait la beauté des femmes. Si on va trop loin, on peut obtenir l'effet inverse. Mais ici, tout le monde veut paraître un peu sexy. Des stars comme Carmen Electra, Mila Jovovich, Catherine Zeta-Jones, Angelica Houston ou encore Tyra Banks font confiance à son goût très sûr. Et sa liste de clientes est loin de s'arrêter là. Je vois beaucoup de stars nues ou seulement vêtues d'un minuscule string. Carmen Electra et même Sharon Stone, je les ai déjà vues comme ça. Et ça m'a laissé de glace. Mais quand je travaille avec Pamela Anderson, ça c'est autre chose. Quand je rentre à la maison, elle bourdonne encore dans ma tête. Là, je revois encore cette façon qu'elle a de se pencher en avant. C'est purement un truc de mec que je ne peux pas expliquer. Mais c'est beau et je me dis, Pamela, ça suffit, sors de ma tête. Avant de recommander ses créations à ses célèbres clientes,
George les teste lui-même. Devant le miroir, il vérifie le tombé des matières. Et par ses contacts privilégiés avec les grands d'Hollywood, il est au courant de la moindre des astuces beauté auxquelles font appel les stars. Une fois, Liza Minnelli a disparu pendant 3 heures au maquillage et quand elle est sortie, elle avait rajeuni de 25 ans. Ils avaient tendu son visage avec du scotch qu'ils avaient caché avec du maquillage. Rock Hudson a trahi, pour moi, l'un des plus vieux trucs d'Hollywood. Il disait « Sais-tu quel est notre secret ? Tu mets de la crème contre les hémorroïdes autour des yeux et adieu les rides. » Mais assez de petits secrets. George a encore du pain sur la planche avec ses clients de Beverly Hills. Le voici sur le chemin qui mène vers ce quartier huppé, le mythique Sunset Boulevard. Pendant la semaine des Oscars, les designers de luxe déménagent leur showroom au Palace L'Ermitage. Jusqu'à la dernière minute, les invités indécis peuvent ainsi encore trouver une tenue spectaculaire. Cette jeune femme porte le nom d'un acteur célèbre oscarisé, Sidney Poitier. Elle n'est autre que sa fille. George l'a invitée au showroom de Hanan John, la nouvelle étoile montante dans le firmament de la mode. Je voulais présenter Sidney à Hanan John pour qu'elle porte à l'avenir certaines de ses créations. Simultanément, nous avons trouvé une robe en réserve qui nous plaisait. On avait cherché un modèle comme ça partout avant. C'est blanc et ça souligne son teint. Mais la robe seule ne fait pas tout. Il faut penser aussi aux accessoires. Et difficile de trouver des chaussures qui conviennent parfaitement. La hauteur de talon est importante, car les robes de soirée sont très longues et elles ont également souvent une traîne. Ces chaussures sont idéales. Beaucoup de femmes à LA ont besoin d'un peu de hauteur. Il est surprenant de découvrir que certaines stars sont plutôt petites. La taille de celle-ci se mesure en carats, 464 carats de diamant. Oui, il faut sans doute s'appeler George Blodwell pour dénicher une paire à $1 million. Elle fascine Laura Haring, mais aussi les gardes du corps qui sont immanquablement associés à chacune de leurs sorties. Contrat d'assurance oblige. Loin de ces folies, retour à une ambiance plus feutrée. Pour retrouver l'ambiance du vieil Hollywood, rien de mieux que l'Argyle Hotel, un bijou art déco sur Sunset Strip. Rénové avec amour, l'Argyle est un must tenu secret. Construit en 1929, l'hôtel est d'abord appelé Sunset Tower. Ses murs ont vu défiler plus d'une légende du cinéma. Gary Cooper, Marlène Dietrich, Oliver Hardy ou encore Marilyn Monroe ont habité ces suites luxueuses qui leur ont souvent servi de résidence pendant plusieurs mois. Moins glamour, il a abrité également des pontes de la mafia comme Bugsy Siegel. Ici, ils pouvaient se laisser aller en toute tranquillité à leurs jeux de hasard pourtant illégaux. Les caprices de stars sont célèbres et l'hôtel en a parfois vu des vertes et des pas mûres. Alek Layatienakov, son directeur commercial, nous raconte une anecdote. John Wayne faisait très attention à sa santé et tenait à avoir chaque jour du lait frais. Alors, il a amené avec lui une vache, tout simplement. Elle s'appelait Bessie et a vécu 6 mois sur son balcon. Comme ça, il était certain d'avoir son lait frais tous les jours. Plus tragique, une diva des films muets mise au chômage trouva la mort en se jetant de ce balcon. Son spectre hante encore, dit-on, les alentours du 11e étage. Certains clients commandent des extras pour elle, juste pour qu'elle se sente bien. Un panier de fruits ou des biscuits. Plusieurs réservent expressément une chambre au 11e étage, juste pour pouvoir la rencontrer, car la diva évolue toujours dans les couloirs, dans des robes merveilleuses. On ne l'a déjà même prise une fois pour une cliente. Depuis sa rénovation, l'Argyle a de nouveau la cote chez les célébrités du cinéma ou de la musique. Keanu Reeves, Jennifer Lopez ou Matt Damon viennent y apprécier sa vue exceptionnelle sur Los Angeles et son excellente cuisine. Mais aujourd'hui, seuls les clients vraiment les plus riches peuvent se permettre de telles extravagances. C'est grâce à leurs empreintes laissées sur le Walk of Fame, le chemin de la gloire, que se reconnaissent les vraies stars des prétendues étoiles. Et là, d'autres empreintes mériteraient aussi de s'arrêter en chemin. Celles de certains héros moins humains, mais parfois tout aussi capricieux. Nos compagnons à 4 pattes. À Hollywood, jouer, manger, se promener est d'un commun pour un animal du monde. Alors certains font aussi le grand saut pour se retrouver à leur tour devant la caméra. Les animaux sont souvent les chouchous des producteurs, business oblige. Les spectateurs adorent les films animaliers.
Mais ce qui paraît si simple en les voyant évoluer à l'écran est en coulisses un défi permanent. Et seuls des dresseurs expérimentés comme Mark Forbes réussissent à obtenir de leurs protégés des prouesses. Freckles, Luke et Bart font partie de ses élèves. Freckles, l'un des 102 dalmatiens, est une superstar. Bart est un pro de la télévision et Luke est maintenant à la retraite. C'est à Mark qu'ils doivent leur carrière. En premier lieu, il faut beaucoup de patience, car tu essaies d'apprendre à l'animal un concept qui est à la base uniquement humain. Tu dois l'amener à comprendre tes idées, à les rendre intelligibles dans son langage. Et cela prend beaucoup de temps. Mais ça marche. Pendant les essais des 102 dalmatiens, la caméra tourne et Freckles sait exactement ce qu'il a à faire. Plus surprenant, des perroquets jouent aussi parfois des rôles dans des films. À l'agence Bird and Animals, ils sont entraînés à réaliser de très grandes performances. Là encore, la clé du succès passe par un dresseur-entraîneur compréhensif, mais exigeant. Les animaux ressentent exactement ton humeur. Si tu ne te sens pas bien ou que tu es déconcentré, alors ils en profitent. Particulièrement sur un plateau de tournage où des millions de choses se passent en même temps, des choses nouvelles. Et elles sont beaucoup plus intéressantes à regarder pour les animaux que d'écouter le titre qu'ils voient tous les jours. Freckles, âgé de 7 ans, apprend vite et bien. Des ordres brefs et clairs et des gestes de la main sans équivoque lui suffisent. Il sait ce qu'il a à faire. Head down. Stay. Straighten up. Go get on your mark. No. On your mark. Good. No. Stay. Speak. Et voici Freckles en pleine action avec ses compagnons des 102 dalmatiens. Leur adresse et leur enthousiasme amusent décidément la galerie. Glenn Close est soi-disant la véritable star du film. Mais elle a été complètement conquise par le professionnalisme et l'énergie de ses partenaires canins. En réalité, le plus important, ce sont les animaux. C'est un privilège de travailler avec eux. Et ils sont toujours très précis, contrairement à beaucoup d'acteurs. Et puis les animaux ne prennent pas la grosse tête. En temps normal, les chiens de Mark redeviennent tout simplement chiens, et Mark leur maître. Mais lorsqu'une production approche, tous reprennent leur rôle. Quand tu es sur un plateau avec d'innombrables distractions autour, tu as besoin d'un lien étroit pour maintenir leur attention. Tu ne peux pas simplement donner plus d'argent à un chien pour qu'il soit motivé. L'unique raison pour laquelle il fait quelque chose, c'est parce que ça lui plaît. Si les animaux n'y trouvent aucun plaisir et ne le font pas par amour pour toi, ils ne font rien du tout. Ils nous aiment et nous les aimons. C'est vraiment une relation intime. Une relation qui se prolonge longtemps après la fin de leur carrière cinématographique. À la différence qu'à la retraite, ils ne jouent plus la comédie. Mais il y a d'autres chiens presque tout aussi célèbres à Los Angeles. Ceux du Pink's, le magasin de chiens chauds, de hot dog, le plus réputé de la ville. Chaque jour sont fabriqués ici près de 2000 hamburgers et hot dogs. La star du magasin, le Chili Dog LA Style. Mais les hot dogs sont également servis avec du lard, de la crème d'avocat, de la choucroute. Les inconditionnels de la saucisse trouveront toujours ici leur bonheur. Bradley Bonheur est l'un des habitués du Pink's. Je viens ici depuis presque 40 ans au moins, depuis que j'ai 15 ou 16 ans. Je pense que j'ai dû manger en tout plus de 25 000 hot dogs. D'autres célébrités sont aussi des fidèles du Pink's. Eddie Murphy, Bruce Willis ou Sandra Bullock. J'aime les hot dogs du Pink's, mais ça fait longtemps que je ne suis pas venue, depuis l'anniversaire de mon filleul. Ici, les gardiennes du bon goût s'appellent Beverly et Gloria Pink. Pink est réellement notre nom de famille. Mes beaux-parents Betty et Paul Pink ont fondé Pink's en 1939.
Et depuis ce temps-là, on voit la vie en rose. En fait, depuis le jour où Paul Pink installa son stand de hot-dog à l'angle de la Bruy et de Melrose. L'emplacement n'a toujours pas changé. Seule concession, la baraque foraine est devenue un empire de la saucisse. Et le succès ne se dément pas. Le bon goût à la mode Pink continue d'attirer les fans, les clubbers, les amoureux ou les âmes solitaires. Et ces dernières ne manquent pas non plus à Hollywood, car le revers de la médaille est parfois tragique. Sunset Strip Hollywood, la paralysie quotidienne du trafic. En plein milieu circule un symbole du strip. Tous les habitants du quartier connaissent bien Dennis Woodruff. Comment ça va? J'aime votre coiffure. Comment vous me trouvez? Je suis une star de cinéma. Je suis une star de cinéma. Mais être une star de cinéma, ce serait plutôt la vie rêvée de Dennis. Par contre, il est déjà connu, tout au moins dans les rues d'Hollywood. Je suis vraiment un gentil gars. Comment trouvez-vous mon chapeau? Jusqu'ici, Tuffy, son chien est son seul admirateur. La réalité est plus triste. Les deux compagnons vivent dans la rue, dans un mobil-home. Malgré ses déboires, Dennis s'accroche. Il croit encore qu'il percera un jour, mais à vrai dire, il ne fait plus vraiment la différence entre la réalité et la fiction. Saviez-vous que mon chapeau est un véritable chapeau de cow-boy ayant appartenu à John Wayne? Sa famille me l'a offert. Mon prochain film s'intitulera Le Dernier Cowboy. Je jouerai John Wayne. Ce rêveur s'est installé il y a plus de 20 ans à Hollywood. Il a quitté son petit village pour partir à l'assaut de l'usine à rêves. Il a échoué comme tant d'autres. Aujourd'hui, sous son chapeau, il vit plutôt bien la lutte quotidienne pour sa survie et croit encore en sa modeste carrière cinématographique. C'est ma maison, c'est mon château. Certaines personnes n'ont même pas un tel logement. Je ne suis pas Steven Spielberg, je travaille avec ce que j'ai. C'est ce qui caractérise le véritable artiste, faire ressortir le meilleur de ce qu'il a. Ici, ce sont mes films oscarisables, tous classés avec soin. Ils sont présentés au jury de l'Academy Award et sont projetés à des festivals indépendants. Et voici à quoi ressemble un film supposé oscarisable de Woodruff. Il a déjà produit 30 succès de ce genre à $15 la cassette. Pour Dennis, la vie n'est plus qu'un film. Il se met en scène 24 heures sur 24, comme personne d'autre. Le voici dans son rôle préféré, aux côtés de son ami Mark. L'artiste est en pleine action. Mais même les passants ne sont pas vraiment sûrs des instructions de mise en scène de ce fanatique du cinéma. C'est qui ce type? J'ai vu sa voiture, je travaille au Guitar Walk à côté. Je me suis demandé ce qui se passait. J'ai entendu dire qu'il faisait des films ou quelque chose comme ça. Comme quoi, à Hollywood, tout est possible. Un morceau de tôle sur roue et au volant, un homme qui se prend pour une star. C'est aussi ça Hollywood, une histoire de rêve et de drame. Il y aurait matière à écrire là-dessus un scénario captivant. D'ailleurs, selon Dennis, son arrière-grand-père a soi-disant participé à la naissance de la légende d'Hollywood. Enfin, c'est sa version. C'est mon arrière-grand-père, S.H. Woodruff, qui a découvert Hollywood et qui a installé les fameuses lettres blanches comme symbole du développement d'Hollywood. Il espérait amasser des millions. Il a bêtement perdu tout son argent à cause d'une inondation et puis parce qu'il s'était mal entouré. Vrai ou pas, peu importe. L'histoire sonne bien et l'important c'est qu'elle plaise, un peu comme tout ici d'ailleurs. Plaire, un leitmotiv à Los Angeles. Je voudrais ressembler à Tom Cruise. Tu peux faire ça? Si tu veux jouer dans mon film, alors montre-moi ce que tu sais faire. Donne quelques coups de pied pour voir. Action! Action! Dennis déborde d'énergie. Il a constamment besoin d'interaction et son entourage de beaucoup de patience. Le patron du salon Le Figaro prend les choses avec philosophie.
On doit prendre soin de soi, car ce n'est pas facile de vivre dans un si petit refuge. Mais j'aimerais me donner la chance de briller comme la star que je suis. Fraîchement relooké, il peut reprendre son casting. Baby, I'm yours. Hey, oh, oh, love me down. Prima, 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 prima. À Hollywood, les étoiles continueront à faire rêver. Dennis, lui, continue à parcourir le strip à la poursuite de sa vie. Retour à Venice Beach, la promenade du bord de mer la plus célèbre de Los Angeles. Le matu vu est de rigueur sur ce boardwalk où l'on croise d'étranges oiseaux multicolores. En Californie, plus c'est extravagant, mieux c'est. Betty White et son mari Elton ont bien intégré le principe comme de vieux renards du show business. Un couple mal assorti qui attire tous les regards. Les gens nous appellent parfois la reine et le roi de Venise. Reine et roi. Hey, comment ça va? Ce sont des gens extra, je les connais depuis des années déjà. Ils ont vraiment la classe. Betty vient d'avoir 75 ans, seulement 30 de plus qu'Elton, son époux. Depuis maintenant 10 ans, ils font de leur vie un véritable spectacle. Je n'ai encore jamais rien vu de tel dans ma vie. Ce sont de jolis fous. Les mots me manquent en fait. Si certains passants tournent la tête, les White ne s'en soucient pas outre mesure. Les dollars continuent de tomber. L'autodérision est une force de caractère chez les Américains et la plupart leur témoignent au moins de la sympathie. Je les trouve admirables. Je trouve ce qu'ils font vraiment cool. Ce duo bizarrement assorti s'est rencontré il y a 13 ans lors d'une émission de télévision. Depuis ce jour, ils ne se sont plus quittés, se sont mariés et vivent inséparables et heureux. Elle ne peut pas s'endormir avant d'avoir fait l'amour. Et c'est comme ça toutes les nuits. Ça la maintient jeune. Mais ça, t'es pas supposé le raconter. Bon, ok, beaucoup de gens pensent qu'ils n'ont plus besoin de sexe à cet âge. Mais c'est pourtant ce qu'il y a de plus sain au monde. If everyone had enough sweet love, what a new world this would be. There wouldn't be any need for wars. Everyone would be so happy. If everyone had enough sweet love, there'd be smiles on every face. En tout cas, ces deux-là se sont bien trouvés et coulent ensemble des jours heureux. Le spectacle est permanent à Los Angeles et le soir, l'agitation continue du côté d'Hollywood. À partir de 19h, le Beauty Bar ouvre ses portes. Un repère pour tous ceux qui veulent être in, et c'est plutôt réussi ici. Le Beauty Bar, le nom annonce la couleur. Le royaume de la beauté. De celle des ongles à celle d'un cocktail coloré. Pour un forfait beauté extérieur et intérieur, il faut compter au minimum $10. Une idée de génie dans un Los Angeles obsédé par l'apparence. Fraîchement repoudrée, cette femme peut maintenant commencer sa nuit. Boire beau n'est possible que dans ce décor des années 50. Une ambiance intemporelle. Pourtant, dans cette ville trépidante, les canons de la mode changent perpétuellement. Les tatous au henné sont par exemple aujourd'hui d'actualité. Mais ici, ils sont appliqués avec une date d'expiration garantie, histoire de ne pas être obligé de garder demain la trace d'une mode d'hier. Reste que tout cela n'est qu'une affaire de goût. Relooké, la nuit peut démarrer. À peine quelques rues plus loin est installé le club le plus coté du moment, le Dip, qui pourrait tout aussi bien s'appeler le Pip. Le décor est inspiré des célèbres vitrines d'Amsterdam où les prostituées draguent les passants. Un paradis pour voyeurs ou exhibitionnistes, version vert sécurité américain. Ivan Ken trouve ça clean fun, proprement drôle. C'est lui qui a eu l'idée du Dip. J'étais en plein trip d'ecstasy. Le moment le plus extraordinaire, le plus orgiaque de ma vie. Et soudain, je me suis dit, je dois ouvrir ce club. Et je l'appellerai Deep.
Tout doit tourner autour du sexe, du voyeurisme et de la décadence. Puis je me suis à nouveau laissé aller à mon ivresse. Imaginé avec autant de conviction, ce ne pouvait être qu'un succès. L'endroit est vite devenu célèbre. George Clooney, Nicole Kidman ou Russell Crowe se laissent volontiers inviter ici. Mais les superstars préfèrent se réfugier dans des espaces VIP à l'écart. Il reste donc encore quelques secrets à découvrir. Les feux de la rampe sont le soleil d'Hollywood. Les nouvelles vedettes côtoient les anges déchus et de petites étoiles sont parfois plus lumineuses que les grandes. Selene Luna est l'une d'entre elles. LA est une ville unidimensionnelle. Ici, tout le monde travaille dans l'industrie du cinéma et n'accorde d'importance qu'aux apparences. Moi aussi, naturellement. Mais justement, je suis différente. Je ne suis pas lisse. J'ai un vrai relief artistique. Et selon mon expérience, cela représente une menace pour certains. Petite en taille mais grande en cœur, Selene a une totale confiance en elle. Elle vit à Los Angeles depuis l'âge de 6 ans et s'est trouvée une niche à Hollywood. Certes, elle est loin de connaître une carrière cinématographique qui un jour pourrait la mener vers l'Oscar et la reconnaissance du gratin d'Hollywood, mais elle gagne lentement ses galons comme modèle et actrice. Pourtant, à 28 ans, Selene ne peut toujours pas vivre de son seul métier d'actrice ou de modèle. Elle reste encore dépendante, comme beaucoup ici, d'autres petits boulots pour boucler les fins de mois. À Hollywood, qui n'a jamais été serveur dans un restaurant au moins une fois dans sa vie. Voici mes photos de famille. Comme vous l'avez peut-être deviné, je suis originaire du Mexique. Selene en famille. Elle est la seule à être de petite taille, mais cette différence n'a jamais été un problème à la maison. Je n'ai jamais eu de traitement de faveur dans ma famille, sauf peut-être par ma mère. Elle a toujours pris des gants avec moi, comme si j'étais en sucre. Non, ils m'ont tous traité tout à fait normalement. Ma taille n'a jamais été un sujet de conversation ou un problème. Non, malheureusement, je n'ai pas eu de position privilégiée. Aujourd'hui, elle fait de sa différence une valeur ajoutée commerciale. Tout est possible à Los Angeles. Elle pose même pour des photos qui sortent de l'ordinaire. J'ai énormément souffert avant. Comment aurais-je pu concurrencer un modèle d'1m80 ? Je suis complètement voûtée et je mesure moins d'1m30. Donc contre elle, je ne pouvais pas lutter. Mais j'ai accepté les faits. Et aujourd'hui, on me donne du travail parce que je suis différente. J'ai su tirer profit de ma différence. Diana, la sorcière, appartient au cercle des amis de Selene. Une fille singulière. Les deux sont membres d'un gang de filles. Elles arpentent régulièrement la ville dans des tenues extravagantes. On bouge ici et là et on fait la fête partout où on va. C'est ça le girl power, le pouvoir des filles. On fait la fête et on essaye de trouver autant de sexe et de drogue que possible. Et vous savez, pour ça, où qu'on aille, on est bien accueillis. Selene a déjà eu ici ou là des aventures amoureuses, mais une relation sérieuse, jamais. La cité des anges est surtout la cité des célibataires. À Hollywood, il est difficile de s'engager dans une relation avec un homme. Ils cherchent tous la femme sûre, facile à vivre, pas compliquée. Les hommes à LA ont vraiment peur des femmes qui sortent de l'ordinaire. Et avec sa personnalité hors du commun, ce petit bout de femme n'a rien à envier ni aux hommes ni aux autres stars. San Francisco est l'autre grande ville de Californie. Totalement détruite par le tremblement de terre de 1906, elle a été reconstruite et s'est développée grâce à l'essor du commerce maritime. Berceau du mouvement hippie à la fin des années 60, elle est aujourd'hui tournée vers les nouvelles technologies implantées dans la Silicon Valley à proximité. Outre ses tramways légendaires, la ville est également célèbre pour son quartier chinois. Tôt le matin, Wilma Pang s'entraîne sur les quais de San Francisco. Elle pratique le tai chi,
la méditation en mouvement. Tai Chi means spiritual. Tai Chi signifie spiritualité, santé et calme. Je fais du Tai Chi chaque matin et cela m'aide à donner un équilibre à ma vie. Wilma Pang n'est pas la seule à pratiquer cette discipline. De nombreux Chinois travaillent ici leur corps et leur esprit. Une pratique indispensable pour compenser la vie trépidante du quartier chinois situé en plein centre-ville. Avec ses 100 000 habitants venus de tout l'Extrême-Orient, Chinatown abrite la plus grande communauté chinoise hors d'Asie. Wilma Pang est originaire de Hong Kong. J'aime l'ambiance de Chinatown, à l'intérieur de cette grande ville. Ici, l'offre est immense. Et je peux facilement faire des courses, manger chinois, aller voir un concert ou aller au cinéma. J'apprécie énormément de vivre et de travailler dans Chinatown. Quand Chinatown fait la fête, le quartier renoue avec les traditions chinoises ancestrales. Le dragon est à nouveau le maître des lieux pour le plus grand bonheur des habitants. Chaque année, pour la fête de la pleine lune, le quartier est plein à craquer. Les invités du monde entier participent au spectacle. C'est le dragon chinois, le symbole de la virilité, l'apogée de chaque fête, particulièrement de notre fête de la pleine lune. Quand le dragon sort, c'est toujours un événement exceptionnel. Et quand les lions chinois entrent en scène, le défilé vit alors son deuxième point d'orgue. Wilma doit nourrir les lions. Et ceux-ci, élevés à l'américaine, ont une nette préférence pour l'argent liquide. Dans la tradition, cette pratique apporte le bonheur, car dans la mythologie chinoise, les lions sont réputés sages et doués en affaires. Une caractéristique qui est bien celle des habitants de Chinatown. Difficile donc de trouver meilleur symbole pour représenter la cosmogonie du cœur de San Francisco, même si les vénérables ancêtres de ses habitants sont peut-être surpris par le mode de vie qu'ont choisi leurs descendants. Mais si les habitants de la Californie sont souvent montrés comme farfelus, il n'empêche que cet État est également un vivier de scientifiques. Les eaux de la baie de Monterey, sur la côte californienne, sont une réserve naturelle extraordinaire. En profondeur, un courant marin riche en substances nutritives a contribué au développement de larges forêts d'algues, elles-mêmes à l'origine d'une faune particulièrement riche. Scott Reid et Julia Mariottini font partie d'une équipe de recherche océanographique. Au large, ils pêchent du plancton, la base de l'alimentation de leurs protégés, des méduses. Leur récolte terminée, les scientifiques reviennent à leur base, l'aquarium de Monterey. Grâce à des bassins uniques au monde, les méduses vivent ici en captivité, une forme de vie en apparence simple, mais des créatures en réalité extrêmement complexes. Depuis quelques années, leur élevage a permis d'étudier et de mieux comprendre quelques-unes des milliers d'espèces qui constituent cette famille d'animaux étranges. Mark Faulkner est particulièrement compétent en la matière. Oh, great, man. Do you need any more of this? Lors de la construction de l'aquarium, financée par l'inventeur de l'imprimante David Packard, les scientifiques connaissaient peu de choses sur les méduses. Mark a dû mettre au point des techniques d'élevage. Les méduses en captivité sont très compliquées à gérer. Nous, ici, dans la baie de Monterey, nous sommes des pionniers de leur élevage. Nous avons développé nos propres méthodes. Nous enrichissons les micro-organismes dont nous nourrissons les méduses avec une substance spéciale riche en minéraux, vitamines et acides gras.
Nous avons par exemple construit ce bassin spécialement pour les méduses. Il est rond et nous créons un courant circulaire dans l'eau. Ainsi, les méduses ne peuvent pas s'emberlificoter entre elles. Et en plus, elles restent plutôt au milieu du bassin. En complément de ces moyens spécifiques, l'élevage des méduses demande de la patience et une bonne vue surtout pour surveiller les minuscules larves déplacées dans les bassins de culture. J'ai appris ici une quantité de choses sur les êtres vivants marins, spécialement sur les méduses. Ce que je préfère encore aujourd'hui, c'est de voir ces méduses dans ces aquariums et aussi voir comment réagissent les visiteurs. Je vais d'ailleurs aller y faire un tour. Cet aquarium est unique au monde. Loin d'un étalage d'espèces, c'est un spectacle où les méduses sont mises en scène grâce à de l'éclairage et de la musique. Marc a dépassé depuis longtemps la répulsion première qu'inspirent les méduses à la majorité des gens. Pour lui, elles sont d'abord un objet d'étude et surtout parmi les animaux marins les plus intéressants. Marc est admiratif de leur capacité d'adaptation à leur environnement. Il connaît également leurs défauts et notamment celles avec lesquelles il doit se montrer prudent. La plupart des méduses possèdent des filaments avec des poisons ou des substances urticantes, contenus dans des petites poches munies d'un crochet. Si les poches sont stimulées par un contact, les crochets sortent et s'enfoncent dans la proie, qu'elles peuvent ensuite tranquillement dévorer. Chez certaines, le poison est violent et leur contact peut être très dangereux. Nager à leur proximité peut réserver de cuisantes surprises. Piqûres douloureuses garanties. Mais heureusement, la plupart d'entre elles sont inoffensives pour l'homme. Une visite à l'aquarium de Monterrey change à coup sûr le regard sur les méduses. Et tout va bien tant qu'elles sont derrière la vitre. Reste que personne n'aime effectivement les croiser à l'heure de la baignade. Plateau dans les montagnes de la Sierra Nevada, aucune chance qu'elles viennent importuner quiconque. La journée commence tôt au Bishop Pack Ranch, pour les cow-boys comme pour les animaux. Josh Dittmer a 22 ans. Il y a 2 ans, il a quitté la ville pour devenir cow-boy. Depuis, il vit dans ces montagnes et travaille chaque jour aux côtés des chevaux et des mulets. Autrefois, il était plus facile de grimper dans les montagnes que d'en descendre. Avec les charrettes tirées par les chevaux, c'était même complètement impossible. C'est pourquoi on utilisait des mulets. Les mulets sont plus agiles que les chevaux, mais ils se montent mal et sont plus difficiles à dresser. Mais ce sont de bonnes bêtes de somme. Les mulets ont des appuis plus sûrs et ne chutent que très rarement. Il y a plus d'un siècle maintenant, des caravanes de mulets traversaient la Sierra Nevada pour approvisionner les ouvriers des mines d'or et d'argent. Aujourd'hui, sur ces pentes raides, ces intelligents quadrupèdes transportent surtout l'équipement de touristes en quête d'aventure. Les montagnes de la Sierra Nevada s'étendent sur plus de 600 km à travers toute la Californie. Certaines, comme le mont Whitney, culminent à plus de 4000 mètres et sont parmi les plus hauts sommets des États-Unis. Il y a 5 jours,
Josh et un de ses amis et collègues cow-boys, Mike Morgan, ont emmené un groupe de touristes dans les montagnes. Ce matin, ils lèvent le camp pour aller accueillir un nouveau groupe. Les mulets transportent la nourriture et l'équipement nécessaires. Mike, comme Josh, n'est pas un natural born cowboy, un cowboy de souche. C'est lui aussi un enfant de la grande ville. Ancien pompier, il a d'abord lutté pendant des années contre les flammes avant de trouver ici la vie calme, en pleine nature, à laquelle il aspirait. Naturellement, c'est du travail. Mais ce n'est pas difficile au point d'aspirer continuellement à un jour de repos. J'aime simplement être ici et monter à cheval. On se sent même parfois comme autrefois. On ne comprend alors plus grand-chose au monde d'aujourd'hui. C'est le véritable Far West, là-bas. Sur presque 10 miles, le sentier traverse vallées et rivières, même un glacier. Les mulets franchissent en toute sécurité les obstacles de ces territoires, pour la plupart vierges et difficilement praticables. Mais le chemin en lui-même n'est pas ce qu'il y a de plus dangereux. Dans les montagnes, l'ennemi numéro 1, c'est le temps. Ici, les montagnes peuvent tuer. En ce moment, le soleil brille, certes, mais dans une heure, il peut pleuvoir à torrent. Il faut toujours s'attendre à ça dans les montagnes. Comme Mike et Josh connaissent parfaitement la Sierra Nevada, ils sont aussi appelés en cas d'urgence. Même si Mike n'est plus pompier professionnel, les deux hommes apportent les premiers secours aux randonneurs en difficulté. À dos de mulets, ils peuvent atteindre des zones inaccessibles même en hélicoptère. Après plus de 7 heures d'effort, les cow-boys atteignent le camp des touristes à 3500 mètres. Cette arrivée sonne pour les vacanciers la fin de leur escapade aventurière. 5 jours pendant lesquels ils ont été cavaliers, pêcheurs et randonneurs. Une vie de cow-boy en somme. Je pense que chacun a sa propre idée de ce qu'est un cow-boy. Moi, je m'en tiens au concept d'origine. Mais je ne dirais pas pour autant « Salut, je suis un cow-boy ». Ce serait prétentieux. Ces hommes viennent tous dans ces montagnes retrouver une vie simple en contact avec la nature. Ils sont peut-être fans de cow-boys ou pourquoi pas passionnés de mulets, mais ce qu'ils cherchent avant tout ici, c'est un retour aux sources. Fuir un jour, une semaine, un an et pourquoi pas une vie, la civilisation des villes pour les contrées désertes de la Sierra Nevada. Le lendemain matin, la caravane prend le chemin du retour vers le Bishop Park Ranch. Pendant que Josh raccompagne en sécurité les touristes vers la civilisation, Mike reste au camp d'altitude pour attendre les prochains invités. Dans quelques jours à peine, il guidera un nouveau groupe dans les montagnes. Les apprentis cow-boys ne manquent pas dans la Sierra Nevada et pour protéger de leur enthousiasme certains sites naturels, des zones ont été classées comme parcs naturels. La fin de la journée approche. Enfin une pause. La première. Enfin le moment de décrocher ces symboles de la vie en sel et de s'accorder un bon café avec un brin de mélancolie. Un jour, il se pourrait que ces montagnes soient interdites aux promeneurs. C'est pourquoi je veux vivre cette expérience tant que je le peux. En Californie, le temps ensoleillé participe beaucoup à la douceur de vivre. Il permet aussi de pratiquer toute l'année toutes sortes de passions de plein air, comme celle de Chris Swank. C'est orgiaque. C'est comme le sexe. Ça rend dépendant. Tu sens le vent dans tes cheveux et tu n'as pas une espèce de cage autour de toi comme dans une voiture. J'ai de belles voitures, mais aucune n'arrive au niveau de ma Harley.
Rouler en Harley coûte pourtant plus cher que de piloter n'importe quelle moto. Dans la Sonoma Valley, un domaine viticole dans le nord de la Californie, la Harley de Chris gronde. Il est parti retrouver des Harley Freaks, d'autres fans comme lui des belles de Milwaukee. Chaque week-end, les frères de la route se retrouvent pour passer en selle, parfois jusqu'à plus de 8 heures. Difficile de dire parmi eux qui est médecin ou hippie, avocat ou ex-ange de la mort, Hells Angel. L'easy riding est un esprit qui scelle les liens de cette communauté, dont certains sont des vétérans. Les rassemblements de Harley sont au nombre des images d'Épinal des étés californiens. Des week-end bike runs, rendez-vous hebdomadaires, qui ont pour unique objet la célébration du mythe Harley. Accessoirement, c'est aussi parfois pour les bikers l'occasion de manifester leur engagement politique, surtout lorsqu'il s'agit de combattre une loi californienne impopulaire dans cette communauté, celle du port du casque à moto. C'est une liberté, c'est important. Sex, drugs and rock'n'roll, n'est-ce pas? Seulement, le sexe aujourd'hui, c'est juste avec la vieille que tu as épousée il y a 20 ans. Les drogues sont toutes sur ordonnance. Et heureusement, le rock'n'roll existe toujours. Chris et ses amis se considèrent aussi un peu comme les gardiens du Graal. L'Esprit 68 a, celui de cette communauté dont il faisait déjà partie au temps du film culte, qui réunissait Dennis Hopper, Peter Fonda et Jack Nicholson. Le premier objectif reste en tout cas identique à celui du Flower Power, passer du bon temps. Sur la moto, tu es en parfaite harmonie avec toi-même. Je crois que c'est la meilleure manière de décrire ce sentiment. Là, plus rien ne peut foirer. Quand tu roules en moto, tu peux mourir, être accroché par un camion, même ça, ce serait une belle fin. Car finalement, tu fais ce que tu préfères faire par-dessus tout. Chris et ses Wild Ones ne tiennent pas longtemps en place. Sur leur machine grondissante, ils suivent l'odeur de l'asphalte, celle de la liberté absolue. Autrefois, les bikers auraient certainement fait une courte, joyeuse et parfois sportive pause dans un bar. Au programme, alcool, musique et bagarre. Mais les rebelles sont devenus un peu plus dociles. À plus de 40 ans et par 40 degrés de chaleur, ils préfèrent désormais se rafraîchir avec une bonne glace au café. L'image des bikers soulards et bagarreurs a fait son temps. Avec les années, ils sont devenus un peu plus adultes et souvent chefs de famille. De ce passé glorieux, même une crème glacée à la main, ils gardent pourtant leur révolte, mais uniquement dans leur cœur. Le soir, la fête reprend ses droits. Avec l'âge, les motards ont un peu perdu de leur punch. Difficile de faire la bringue après une épuisante journée de moto. Un blues et souffle sur la tiède nuit d'été un vent de nostalgie. Nous avons tous vieilli. Nous sommes passés à travers des tas de choses. Mais surtout, nous avons survécu aux années 60. Yeah, we survived the 60s. Alors même avec l'âge, c'est certain, la devise « Born to be wild » n'est pas prête de s'éteindre en Californie.